Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui Nicolas Marietan qui est préparateur physique de l'équipe de France de natation, de l'équipe olympique de voile, puis qui a aussi une académie de coach, l'Athlète Academy. C'est ça. Merci d'être là. Merci à toi. Alors aujourd'hui on va parler de kettlebell, ça tombe bien puisque tu es aussi spécialiste, je crois que tu es bien branché sur le courant Strong First notamment. Oui, tout à fait. Donc on va en parler pas mal parce qu'il y a plusieurs approches de la discipline kettlebell. Une des approches, celle qu'on appelle souvent hardstyle, met énormément en avant la force. Ouais. Et c'est un parti pris. Ouais, c'est une façon de réfléchir, c'est une façon de voir les choses. C'est une école aujourd'hui qui me parle, dans le sens où sur la façon dont je conçois l'entraînement, la façon dont ils mettent en place justement le développement de la force au centre de la réflexion, est pour moi quelque chose qui est essentiel. Donc je me suis intéressé à cette école-là, à travers donc, ce grand personnage qui est Pavel Tsatsouline, qui est celui qui a conçu cette école. J'ai autour de moi des amis, des collaborateurs qui sont justement de grands spécialistes de l'utilisation du kettlebell, et même au-delà, parce que l'école Strong First, ce n'est pas uniquement le kettlebell. Ils ont également un travail vraiment abouti sur la barre olympique, sur l'utilisation du poids de corps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui se ressent de plus en plus dans justement cet entraînement dit fonctionnel. Et c'est quelque chose que j'essaie de mettre en pratique déjà au quotidien sur moi, dans mes entraînements, mais de pouvoir mieux l'enseigner auprès de mes sportifs. Ce qui est passionnant dans cette approche, puisque moi aussi je suis très imprégné par ce type de travail, tu le sais, ce qui est important dans cette approche, c'est la transversalité effectivement qu'on va avoir. Trop souvent, les préparateurs physiques s'imaginent qu'on va vraiment faire que du kettlebell, pour du kettlebell. En réalité, les principes fondamentaux qu'on peut lister, par exemple, ce qui regroupe un peu dans l'antifragile, j'aime bien ce concept-là, des concepts comme l'anti-extension, l'anti-rotation, sont des concepts de l'entraînement fonctionnel qu'on va retrouver avec une barre, sans barre, avec un rip trainer, avec un TRX, avec un halter court, avec n'importe quoi au final. Ouais, effectivement, en fait, on se réapproprie, si tu veux, le fonctionnement du corps humain. On retrouve clairement les bases fondamentales du développement de la force, mais pas que, puisqu'on parle également de mobilité, de stabilité, de coordination motrice. Et ce qui fait que ces ancrages-là permettent de pouvoir exploiter le développement de la force, oui, justement sur le kettlebell, mais pas que, comme tu le dis, on va utiliser des sangles à suspension, on va retravailler le corps. Et dans le retravail du corps, le poids de corps au départ sur les apprentissages, pour moi, est absolument essentiel. Et c'est la raison pour laquelle, notamment, très souvent, je commence le travail à poids de corps, ce qui me permet d'acheminer mon travail sur des charges libres comme les barres, comme les haltères ou autres, mais de revenir systématiquement au poids de corps, parce que tout ce qu'on fait, c'est bien la finalité. Se réapproprier ce qu'on a pu acquérir grâce aux charges, de façon à pouvoir l'exploiter au quotidien, que ce soit pour monsieur et madame, mais aussi pour les sportifs. Ouais, c'est toujours la question du transfert, c'est-à-dire passer de ces techniques d'entraînement pure et dure à la vie de tous les jours quand on est dans du coaching classique, fitness, bien-être et sport santé, vers le très haut niveau dans une discipline donnée et chercher le transfert. Et c'est là qu'on se rend compte que ces approches-là, mais on va expliquer aux gens qui nous regardent plus précisément ce qu'on entend par ces courants de pensée. Dans cette école-là, on est vraiment sur une notion de qualité. Ouais. C'est la qualité qui prime, avant toute chose. La quantité n'en sera que la conséquence, en fait. C'est la raison pour laquelle il y a deux termes qui ressortent et qui, encore une fois, me parlent. C'est technique et simplicité. Sur l'approche technique, on est clairement sur la plus haute qualité technique. Donc, dans cet apprentissage-là, être capable à un moment donné de pouvoir imbriquer les différents groupes musculaires qui vont permettre de stabiliser la position, de fixer les articulations qui vont être mises en jeu pour avoir une efficience dans le geste. Et dans le terme simple, en fait, on repart clairement sur les mouvements fondamentaux,
On le sait, ce sont les déplacements de charge, mais c'est également les flexions de hanches, comme le soulevé de terre par exemple, mais pas que, les flexions de genoux comme la grande famille des squats, tout ce qui est tiré, tout ce qui est poussé. Et cet ensemble-là, à travers la technique et la simplicité, va permettre justement d'aller aboutir à une qualité et derrière, la quantité suivra. Ouais, on est vraiment sur une approche transversale fondamentale de force d'une part. Hein, le nom du mouvement parle de lui-même, Strong First. Donc effectivement, la base de la base, c'est la force. Ce qui a du sens, hein, parce que si vous m'écoutez régulièrement, vous savez que quand on évalue énormément de gens sur plein de profils force-vitesse, on se rend compte quand même que l'immense majorité des gens sont en grand déficit de force, ou en tout cas en déséquilibre en faveur de la vitesse, en défaveur de la force, et donc peuvent franchement progresser sur leur profil en entraînant la force, d'une part. D'autre part, parce qu'effectivement, c'est la base du travail en musculation quand même, faut être clair là-dessus. Et le deuxième paramètre que je vois dans ce courant de pensée-là, dans cette approche de l'entraînement, dans cette vision de la performance, et de la performance humaine et de la performance psychologique, justement, c'est le gainage dynamique hyper intense. Et pourquoi j'inclus le psychologique dedans? Parce que en hardstyle kettlebell, on ne se cache pas. Il n'y a pas d'économie gestuelle. Je dis pas, attention, hein, je dis pas que c'est pas bien des fois de faire de l'endurance très longue. On sait que dans le Gervois Sport, ils le font aussi beaucoup. Je ne suis pas en train de dire qu'ils se cachent parce qu'ils sont lâches. Je suis en train de dire qu'ils se cachent techniquement pour s'économiser et faire une performance de durée. Hein, c'est bien, comprenez bien ce que je dis là. Et en hardstyle kettlebell, c'est l'inverse. Il n'y a pas d'économie qui tienne. Le but du jeu, c'est de générer la contraction la plus efficace possible. C'est de choquer le muscle au maximum au final. Ouais, comme tu le dis, c'est l'aboutissement du travail où tu vas placer la force en premier, donc de la force utile. Et à travers ce travail de qualité, justement, les niveaux de force en fait, vont s'exprimer à travers l'ensemble des qualités physiques. C'est-à-dire que dans le travail de mobilité, tu vas découvrir la force. Dans le travail de stabilité, bien évidemment aussi. Dans le travail de vitesse, de puissance et de toutes ces expressions-là, tu vas retrouver la force. Donc le côté transversal existe, donc tu jettes les bases solides. Et c'est vrai qu'à travers ce courant de pensée et ce travail qui est fait au quotidien sur le terrain, il n'y a pas de triche dans le sens où tu as une telle imprégnation psychologique sur chaque pattern de mouvement, sur comment procéder techniquement, comment te placer, ne serait-ce qu'au départ, se placer correctement avant d'aller chercher l'exécution du geste, clairement, tu as de suite de la consommation d'énergie. De suite. Tu sens de suite ce qui se passe et ce qui ne se passe pas, ce qui fait que derrière, tu vas avoir justement, à tout moment, quoi qu'il arrive, un développement de la force. Et c'est ça bien l'intérêt, et c'est ça que je trouve très très intéressant dans cette école-là. Voilà, tout part de la force. Hein. Donc les gens qui nous écoutent, qui sont plutôt issus de courants, je sais pas, culturistes, musculation, fitness, d'entretien, qui vont être habitués plutôt à des séries longues, peuvent s'inquiéter du manque de volume, par exemple. Mais en réalité, c'est pas parce qu'on part de la force qu'on n'arrive pas à faire du volume en faisant de la quantité de qualité. C'est ça. Ça, c'est un truc que j'ai plutôt entendu en athlé, la quantité de qualité. Hein, c'est beaucoup les sprinters qui parlent de ça, je pense qu'en natation un peu aussi. Énormément, ouais. Mais ça représente assez bien finalement l'approche d'entraînement de ces styles de kettle. Ouais, parce que puisque tu mets la qualité en avant, c'est vrai que dans le quotidien de ce qu'on a l'habitude de voir, on a toujours ce côté un peu frustrant qui est j'en ai jamais fait assez. Pourquoi est-ce que je rajouterais pas par exemple une série supplémentaire ou une charge supplémentaire? Donc on a cette habitude de faire un travail avec beaucoup de volume en se disant c'est le volume qui va m'apporter quelque chose. Certes, c'est le cas, il faut un minimum de volume de travail. Mais si avant ça... Et c'est un chemin. Oui, c'est tout un à fait. chemin, Tout à fait. Mais si avant ça, tu ne places pas la qualité gestuelle dans cette recherche de volume, en gros, c'est comme si tu faisais un gros volume de travail, tu es en train de gonfler un énorme ballon, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Et il n'y a rien qui se passe. Et c'est bien ça, justement, ce que l'on recherche à travers cette façon de fonctionner. C'est
très bien, tu veux mettre du volume, mais il faut que ton contenant soit vraiment rempli. Et tu ne peux le remplir qu'en mettant en avant le placement, les exécutions, la respiration. Il faut en parler de la respiration, justement pour mettre de la densité dans ce que tu fais. Je pense que voilà, le côté dense de l'entraînement ressort vraiment sur cette école. Ce que j'adore dans cette école-là, c'est que ça remet à l'honneur et au cœur du dispositif, notre cœur de métier, le coaching. Ouais. Et c'est vrai que le coaching, ça a énormément disparu, surtout dans le sport de haut niveau, hein, parce que le allez, plus fort, ça c'est du cheerleading pour moi, c'est pas du coaching. Ouais. Et là, on a une telle quantité de détails, une telle exigence sur le placement, une telle rigueur dans l'exécution, et puis un vrai engagement. C'est-à-dire que comme en haltérophilie, on passe sous la charge est libre, la charge est lourde, faut être ici et maintenant. C'est ça, c'est exactement ça. Tu as raison, le coaching se perd, on le voit assez souvent au quotidien. On mettra en avant le côté performance, mais je pense que ce qu'on oublie aujourd'hui, c'est qu'avant tout, notre métier, il ne faut pas l'oublier, c'est nous sommes des professeurs de culture physique. Moi, je me rappelle d'avoir lu les écrits notamment d'Emmanuel Léjarde, qui à un moment donné utilisait cette phrase « Nous sommes des professeurs de culture physique ». Et ça m'a interpellé en disant « Mais c'est vrai, en fait. Nous sommes des éducateurs sportifs, on a passé des brevets d'État, d'éducateurs sportifs de tel ou tel domaine. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la notion de performance a tellement pris le chemin sur le quotidien, sur l'entraînement, avec tous ces outils technologiques, en veux-tu, en voilà, avec les histoires de programmation, de logiciels, ce qui fait qu'on s'y perd et on dénature complètement notre métier à la base, qui est, le but du jeu, c'est d'apprendre aux gens à faire des mouvements. Et ça, on l'a oublié. Le plus correctement possible. Le plus correctement possible, avec le plus d'aisance possible. Il faut réapprendre aux gens à bouger parce que les gens ne savent plus bouger aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, dans ma conception de l'entraînement, qui est la même que la tienne, tu le sais, cette école-là, encore une fois, m'évoque beaucoup de choses. Ouais, c'est passionnant. Alors, c'est vrai que du coup, ils ont un parti pris, ce que je disais en introduction, puisque, effectivement, Strong First, la force d'abord, on se centre là-dessus. Donc ça veut dire quand même que si on est tout à fait exhaustif dans notre discussion à bâton rompu, on exclut quand même le travail d'hyper-vitesse, d'ultra-vitesse. Donc, ça relativise encore une fois que la place des méthodes, aucune méthode n'est une fin en soi, c'est un chemin que l'on prend plutôt qu'un autre, donc ça n'exclut pas les autres. Et enfin, en tout cas, c'est mon point de vue de préparateur physique. Et d'ailleurs, j'en discutais avec Kevin Kessmaker, qui est un de mes anciens athlètes, que j'ai eu la chance d'entraîner, qui aujourd'hui est un conseiller dans le CrossFit, et un formateur reconnu, et toujours un gros performeur, encore champion de France en titre, l'animal. Et on en discutait parce que lui, il lui manquait quelque chose en observant Strong First. Il dit, mais où est l'impulsion ? Où est la triple extension ? Où est la richesse du répertoire gestuel de mon sport à moi, l'haltérophilie, mais in fine de tous les sports de triple extension qui sont légion, hein, tous les sports où on saute évidemment, les sports où on va projeter, les sports, même le golf est un sport de triple extension, hein, le swing est une triple extension, même si elle est exprimée en rotation. Et toi, en tant que préparateur physique, qu'est-ce que tu penses de cette limitation-là ? En fait, je pense que on peut concevoir que c'est une forme de limite, mais si tu veux, le fait qu'on explore dans la simplicité, avec le plus haut niveau technique, tous les patterns moteurs, je pense que la continuité, justement, nous permet d'amener les impulsions, justement, les triples extensions. Et je pense que, effectivement, aujourd'hui, par exemple, même pour un haltérophile, pourquoi pas on pourrait imaginer, dans son cadre de préparation, avant d'aller faire son travail technique, on pourrait imaginer sur un travail complet d'assistance, par exemple, l'utilisation justement d'une barre olympique, mais par cette réflexion-là, de cette école-là, ou à la limite l'insertion de l'outil kettlebell, parce que je pense qu'à un moment donné, justement, le côté transversal va permettre d'aller par conséquence à la recherche de ces impulsions-là. Si tu prends par exemple le swing, qui est vraiment le mouvement de référence sur l'utilisation du kettlebell,
À titre d'introduction, un des tests que tu peux faire passer justement pour bien faire comprendre l'intérêt du swing, c'est le test du saut horizontal. Et quand les gens ont compris qu'en fait, à travers le swing, tu peux aller chercher justement un saut horizontal ou un triple saut, de suite, ça connecte. Donc de suite, ils se disent « Ah oui, mais en fait, il y a un intérêt là. » J'aime bien ce que tu dis parce que pour moi, on n'a jamais eu l'occasion de discuter de ça, mais pour moi, l'haltéro et les kettlebells s'imbriquent et se complètent l'une et l'autre. Parce que l'haltéro est la détente verticale et le kettle est plutôt la détente horizontale. Ouais. Et l'haltéro est l'extension, la triple extension, mais a fortiori l'extension de cheville. Et le kettle est clairement la triple flexion aussi. C'est-à-dire qu'on parle des swings et tout ça, mais il y a aussi tout le travail de goblet squat. Et du coup, c'est un complément fantastique à l'haltéro qui travaille énormément en lifters. Les haltérophiles sont très mobiles, mais moi, pour en avoir entraîné beaucoup, ils sont quand même très souvent limités en dorsiflexion de cheville. Très très limités. Du coup, c'est vrai que le kettle peut apporter ça. Et je trouve que le fait qu'en plus le kettle pousse le développement de la chaîne postérieure, son paroxysme, justement pour le coup dans de l'explosivité, je trouve que c'est vraiment une approche pour le préparateur physique. Ce sont pour moi deux agrès extrêmement centraux dans les techniques d'entraînement. J'ai du mal à comprendre qu'il y ait encore des préparateurs physiques qui travaillent sans ces deux outils-là. Ouais, c'est clairement central, c'est très complémentaire. Tu peux rééquilibrer si à un moment donné, effectivement, tu travailles trop sur une seule direction ou sur une seule chaîne. Les mouvements d'assistance ou les mouvements qui te permettent de comprendre justement comment acheminer un swing, par exemple, avec le travail de préparation que l'on peut imaginer avec, effectivement, dans le cadre du warm-up, travail du soft tissue, derrière le travail de flexibilité, on va rechercher la mobilité, on va chercher la meilleure, encore une fois, qualité de mobilité, te permet justement à la fois... Sans la déconnecter du contrôle moteur. Exactement. Le contrôle moteur est essentiel là-dessus. Te permet justement de pouvoir, dans cette base-là, d'aller explorer, en fait, dans la continuité, toutes les possibilités que ton corps est capable de faire. Donc, d'aller explorer, d'aller rechercher dans ta propre spécificité d'activité, donc on va parler de l'haltérophilie par exemple, la verticalité du geste. C'est la raison pour laquelle, oui, un swing qui est plutôt un vecteur horizontal va aller chercher, aider, contribuer à améliorer, éventuellement, à réfléchir, à essayer de concevoir justement ce transfert-là vers une verticalité pour l'arracher ou l'épauler jeté. Et moi, je trouve ça très très intéressant et je pense qu'il y a un chemin à prendre. Ouais, clairement. En tout cas, ce que ça nous apporte, c'est une vraie base de force, une vraie base de rigueur technique. Et je pense qu'une fois qu'on passe par ce filtre-là, on peut, en tant que préparateur physique ou coach sportif, personal trainer, on peut s'en affranchir d'une certaine manière pour le compléter, parce que effectivement, il y a une position extrêmement rigoureuse du swing. On va rester sur le swing. Chez Strong First, qui exclut et interdit même le squat, le swing squatté, qui utilise uniquement l'extension de hanche pour propulser le kettlebell, et l'extension de genou évidemment, mais pas du tout l'élévation de bras, donc ça exclut évidemment les swings américains, les swings avec demi-tour, les swings pointe de pied, les swings balancés, qui existent notamment en girevois, les swings... qu'est-ce que j'oublie? Non, c'est déjà pas mal. C'est déjà, t'as sorti une sacrée liste. Hein. Et pour autant, ces swings ne sont pas... Tant qu'on respecte les principes de positionnement du dos et de préservation du dos, de trajectoire de genoux, ce ne sont pas des swings qui sont dangereux, ce ne sont pas des swings qui sont inefficaces. C'est juste que le mouvement du swing tel qu'il est pratiqué chez Strong First met la force d'abord. Mais la force d'abord, parce que... et la rigueur technique d'abord. Exactement, parce que le swing, c'est pas juste le mouvement balistique où tu vas prendre les kettlebells et simplement faire une flexion de hanche avec une extension et balancer entre guillemets, hein, parce que c'est assez souvent ce que l'on peut remarquer, balancer justement le kettle vers l'avant. Il y a dans cette rigueur technique une réappropriation, si tu veux, des différents groupes musculaires,
une conception dans le mouvement qui te permet de bien comprendre avant tout ce que c'est que le placement. L'exécution n'en sera que la conséquence. De sentir qu'à un moment donné, justement dans cette acquisition de force, justement, tout compte fait, tu es capable d'aller vite, tu peux même aller très vite, tu es capable de faire des verrouillages musculaires très violents, soudains, en élevant encore une fois tes niveaux de force. Et c'est là où on se dit, tout compte fait, le swing, oui, c'est la force avant tout, mais tout compte fait, la notion de puissance, elle est là. Elle est permanente. Tes watts montent, tu vas avoir une dépense énergétique incroyable, tu vas avoir une UFC qui va grimper. Donc on peut imaginer à un moment donné que si tu pars sur un protocole de travail où tu fais, comme j'ai vu d'ailleurs hier soir, je suis allé voir mon ami Thomas Arboneski justement faire un small group, travailler sur un EMOM de 18 minutes. À un moment donné, à la sortie, tu te rends compte que ouais, la qualité elle est là. Ils sont capables, grâce à cette qualité-là, de faire un travail sur 20 minutes en EMOM. Donc tout qu'on fait derrière, tu as la notion d'effort, la notion d'endurance, elle est là, elle est présente. Donc en gros, tu vois, on retrouve ce côté transférable, on retrouve cette qualité de geste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, le swing, avec les autres mouvements que présente cette école-là, sont des mouvements qui sont absolument incroyables. Bon, merci à toi. Merci. Passionnant, très très intéressant. On reparlera dans d'autres occasions de tout ça. Avec plaisir. Grand plaisir. Merci Aurélien.